Plongez-vous dans les profondeurs mystérieuses de notre planète. À une profondeur vertigineuse de 2212 mètres, bien plus basse que vous ne pourriez l'imaginer, se trouve la grotte Veriovkina, le gouffre le plus abyssal de la Terre. Imaginez, il vous faudrait plus de 4 jours, émaillé d'aventures et nécessitant des kilomètres de cordage, pour toucher son fond. Mais attendez, le voyage s'annonce palpitant, et parfois terrifiant. Découvrons-le ensemble. Aux confins de la Russie et de la Géorgie s'étend une majestueuse chaîne de montagnes, les montagnes du Caucase. Elles ne sont pas seulement célèbres pour leur panorama époustouflant. En effet, elles abritent le mont Elbrouz, fièrement dressé à 5639 mètres, le pic le plus élevé d'Europe. Mais dirigez-vous vers l'ouest, dans la région de l'Abkhazie, et vous découvrirez la chaîne de Gagra, un spectacle géologique à part entière. Si son sommet le plus haut n'atteint que 3353 mètres, ne vous y trompez pas. Cette région cache un secret souterrain fascinant. La chaîne de Gagra, sculptée dans le calcaire et façonnée par des rivières antédiluviennes, est un labyrinthe de canyons et de grottes titanesques. Pour vous donner une idée, au sein de ces montagnes se cachent 4 des gouffres les plus profonds connus de l'homme, et le champion toute catégorie, la grotte Veriovkina. Imaginez 23 statues de la liberté empilées l'une sur l'autre. C'est à peu près sa profondeur vertigineuse de 2314 mètres. Mais ce n'est pas tout. Pour accéder à cette merveille, il vous faudra grimper à 2286 mètres. Là, entouré de falaises imposantes, un orifice discret vous attend. À première vue, rien d'extraordinaire. Mais cette modeste ouverture cache un monde souterrain qui plonge plus d'1 mile sous vos pieds. Lorsque des spéléologues l'ont découverte en 1968, ils n'ont pu atteindre qu'une profondeur de 115 mètres. Ce n'est qu'en 1983 qu'une équipe intrépide du Perovo Spéléo Club de Moscou en a dévoilé d'autres mystères. Au cours des 3 années qui ont suivi cette découverte, une suite de voyages a fait plonger les explorateurs à 427 mètres dans les entrailles de la grotte. Pourtant, après cela, pendant une période mystérieuse, le silence a enveloppé cette cavité et aucune expédition n'a été lancée jusqu'en l'an 2000. C'est comme si la Terre avait englouti son secret. Lorsque l'exploration a repris, c'était une affaire de patience. En 2015, un éclair d'espoir, un puits inexploré a été découvert, ouvrant la voie à ce qui allait devenir le trésor de la grotte Veriovkina. En 2017, cette profondeur, autrefois de 427 mètres, s'est précipitée de manière vertigineuse à 2195 mètres. Les cartes se sont étendues, révélant plus de 17 km de passages sinueux. En mars 2018, le mystère a finalement été résolu. La grotte plongeait dans un lac souterrain, atteignant une profondeur inouïe de 2212 mètres. La même année, en septembre, l'équipe de Perovo, avec leur passion inébranlable, a repris son exploration. Mais cette fois, ils étaient accompagnés des yeux et de l'objectif des photographes Robbie Shawn et Jeff Wade. Sous l'égide experte de Pavel Demidov, ils avaient une mission: trouver des espèces encore inconnues et poursuivre l'exploration des profondeurs. Robbie et Jeff étaient là pour capturer chaque moment palpitant. Imaginez le défi. Même dans une grotte de taille moyenne, le voyage nécessiterait un arsenal d'équipements. Mais la grotte Veriovkina, avec ses dimensions colossales, est une véritable expédition. Si vous avez déjà été fasciné par des récits d'ascension du mont Everest, vous avez probablement entendu parler de leur campement stratégiquement positionné. De la même manière, explorer cette grotte, c'est comme gravir une montagne à l'envers. À cause de son étendue abyssale, la grotte Veriovkina compte 6 camps échelonnés, servant de repères et d'abri sur le chemin du tréfonds. Ce n'était pas qu'une simple descente, c'était une odyssée dans le ventre de la Terre, où chaque étape nécessitait de la préparation, du courage et une fascination pour l'inconnu. À partir du seuil de cette grotte, une danse de précision commence. Équipés de vêtements conçus pour résister à l'intrépide environnement souterrain, de harnais robustes et de casques illuminant l'obscurité grâce à des lampes frontales puissantes, les explorateurs entament leur descente vertigineuse. Imaginez la première chute dans l'obscurité abyssale, suivie d'un dédale de tunnels où chaque virage se révèle un défi. Le premier jalon de cette odyssée est le camp établi à une profondeur de 610 mètres, une halte nécessaire où les ressources sont judicieusement stockées pour pallier toute urgence.
Durant les jours qui suivent, l'équipe brave des conditions extrêmes. Robbie, Jeff et le club Perovo Spéléo gravissent les profondeurs gelées jusqu'à atteindre l'ultime camp, le 6e, niché à 2103 mètres sous la surface. Dans cet univers insondable, chaque souffle exhale des nuages froids. Chaque mouvement les fait ramper dans la boue et l'eau, franchir des goulets d'étranglement et affronter le vertige d'un puits de 30 mètres. Chaque corde déroulée évoque une lifeline, la seule voie de retour vers la lumière. Une fois au camp 6, situé dans un passage horizontal spacieux, l'équipe trouve un semblant de réconfort. C'est leur base pour les prochaines aventures. Et parmi celles-ci, la découverte d'un spectacle féerique, un lac aux eaux turquoises niché dans un écrin de calcaire sombre, mesurant 15 mètres de long, 8 mètres de large et plongeant jusqu'à 9 mètres de profondeur. Sans leurs éclairages, cette merveille resterait invisible, absorbée par les ténèbres. Mais comme dans toute aventure, la nature imprévisible apporte son lot de surprises. Le 7e jour, alors que l'expédition suivait son cours, la Terre a décidé de tester leur résilience. 2 membres de l'équipe, en route vers la surface pour prendre un volume, découvrent une inondation massive. Une tempête à la surface déverse un torrent d'eau dans la grotte. Dans ce monde silencieux, la seule voie salvatrice était un câble tendu à travers les entrailles de la Terre, un fil d'Ariane moderne. Ils l'ont utilisé pour sonner l'alarme. Mais au camp 6, l'annonce de l'inondation fut accueillie avec une prudence calculée. Les inondations, bien que périlleuses, sont des réalités auxquelles les spéléologues sont préparés. Mais la nature, toujours imprévisible, ne cessera jamais de surprendre, même les plus aguerris. Dans le monde souterrain, le son de la pluie qui tombe à la surface ne ressemble en rien à ce que nous connaissons. C'est une réalité mathématique qui prend une dimension très concrète. Chaque millilitre de pluie engendre 1000 litres d'eau sur 1 km² de sol. Et lorsqu'une pluie torrentielle s'abat, ce déluge souterrain est amplifié de manière vertigineuse, pouvant persister des heures durant. L'équipe du groupe Perovo, forte de sa maîtrise et de son expertise, n'était pas particulièrement inquiète à la réception de l'appel. Ils avaient minutieusement choisi le camp 6, en tenant compte de sa topographie, le mettant à l'écart des courants principaux de la grotte. Situé à 2103 mètres de profondeur, il bénéficiait d'une marge d'environ 91 mètres avant que le niveau d'eau ne puisse les menacer. Mais, malgré toutes les préparations et précautions, rien n'aurait pu les préparer à la puissance avec laquelle la nature allait se manifester. Au départ, un murmure lointain a effleuré leurs oreilles, une menace grandissante qui a fini par ressembler au rugissement d'un train en marche. Alors que le sol semblait vibrer de ce tumulte, l'assaut aquatique a finalement éclaté, semblable à un tsunami enragé se frayant un chemin à travers les cavités souterraines. Robbie, encore en train de prendre son petit déjeuner, fut pris de court par cette déferlante. Le spectacle de ce jet d'eau déchaîné l'a pétrifié, la bouillie dans sa main en danger d'être renversée. Moins habitué à de telles manifestations de la nature que ses collègues du club Perovo, son cœur battait la chamade. Mais, s'efforçant de trouver un équilibre, il a puisé dans la sérénité de ses camarades russes, qui, malgré le déchaînement autour d'eux, sont restés d'un calme olympien. Environ 2 heures après le début de l'inondation et sans signe d'apaisement, un membre de l'équipe a discerné un gargouillis provenant d'une petite ouverture proche de la tente. En inspectant cette ouverture, il n'y aperçut pas d'eau, mais estima nécessaire d'en informer le chef d'équipe. Pavel admit que la situation était préoccupante, alors ils se décidèrent à inspecter un siphon non loin pour juger de la montée du niveau d'eau. De retour environ 5 minutes après, ils examinèrent à nouveau l'ouverture. Cette fois-ci, ils y virent non seulement de l'eau, mais celle-ci montait si rapidement qu'elle menaçait de déborder. Le visage de ce membre de l'équipe pâlit en croisant le regard de Robbie. Ce dernier comprit aussitôt qu'il devait être évacué sans tarder. Malgré le vacarme de l'eau, le camp s'agita. Personne n'avait prévu de partir ce jour-là, pourtant chacun s'affairait à rassembler le matériel essentiel. Robbie et Jeff enfilèrent leurs combinaisons en latex par-dessus leur première couche en polaire. Ensuite, ils revêtirent leurs enveloppes externes en nylon résistant à l'abrasion et ajustèrent leurs harnais. Robbie opta pour la douloureuse décision d'abandonner son matériel photographique et ses effets personnels, valant littéralement des dizaines de milliers de dollars. Il comprit qu'il ne pouvait se permettre le moindre ralentissement au risque de mettre des vies en danger. Il extrait toutes les cartes mémoire de ses appareils, les confina dans un sac plastique hermétique, puis les glissa à l'intérieur de sa combinaison en latex. Au moins, il pourrait préserver les photographies qu'il avait prises.
Après avoir informé les autres qu'ils allaient commencer leur remontée, lui et Jeff s'engagèrent dans le puits vertical du camp 6 qui se remplissait dangereusement. Ce serait leur dernier contact avec les Russes présents au camp 6. Les membres restants de l'équipe Perovo attendraient les instructions du chef d'équipe Pavel pour débuter leur montée. Tandis que Robbie et Jeff se dirigeaient vers les cordes verticales, ils abordèrent une étroite traverse, semblable à un pont adossé à une paroi. Avant l'inondation, la chambre adjacente à ce pont affichait une profondeur de 18 mètres et une envergure de 8 mètres de vide pur. Désormais, elle était quasiment submergée, l'eau atteignant presque le niveau du pont. Au bout de cette étroite traverse, là où se terminent les cordes verticales, se trouvait la source du flux d'eau inondant la grotte. Robbie s'engagea dans le flot déversé par le puits et fixa ses bloqueurs à la corde. Il inclina ensuite la tête, inspira profondément et entreprit de gravir la corde, l'eau le frappant violemment. La pression de l'eau était si forte qu'elle semblait le comprimer, comme si sa tête était écrasée contre ses épaules. Heureusement, il réussit à rentrer son menton, ce qui permit à l'eau de s'écouler par son casque et de former une petite poche d'air pour respirer. Concentré sur la corde blanche devant lui, il hissa ses bloqueurs aussi rapidement que possible. Finalement, il atteignit une zone avec une petite saillie sur laquelle il pouvait poser le pied et sortir de la cascade pour regarder vers le haut. Il vit que la corde sortait d'un trou de la taille d'une épaule dans les rochers, mais c'était aussi la source de l'eau. Sortant de ce petit trou, un jet d'eau semblait occuper tout l'espace. Il pensa qu'il n'aurait aucune chance de traverser cette pluie intense. En même temps, il ne pouvait pas s'arrêter. C'était le grimpeur en tête. Tous les autres le suivaient et il était impossible de savoir à quoi ressemblait l'eau en bas. Il devait au moins essayer de traverser. Lorsqu'il atteignit le trou, la force de l'eau était si forte qu'il ne put pousser ses bloqueurs que de quelques centimètres à la fois. Il finit par passer à travers le passage étroit et se rendit compte que Jeff devrait faire la même chose. Il ne savait pas si Jeff serait capable de le faire. Alors il continua de grimper aussi haut que possible pour se mettre à l'abri. Dans sa panique, il n'avait pas réalisé que cette nouvelle section de la grotte était en grande partie sèche. L'eau s'écoulait par un chemin différent jusqu'à l'étroiture, donc il était relativement en sécurité là où il était. Cependant, à cause de l'adrénaline qui le parcourait, il grimpait machinalement pour sa vie aussi vite et aussi haut que possible. Il réalisa enfin ce qu'il faisait lorsque Jeff lui cria de ralentir. Se reprenant, il s'arrêta et attendit que Jeff le rattrape avant de continuer. Lorsque Jeff l'atteignit, son visage était blanc, ses yeux grands ouverts, mais il s'exclama qu'au moins, ils étaient en vie. Tous deux se demandèrent silencieusement si cela pouvait être dit de l'équipe Perovo en bas. Robbie et Jeff atteignirent finalement le camp 5 à 1900 mètres, où ils attendirent, espérant voir les Russes d'une minute à l'autre. Alors que la grotte continuait de trembler autour d'eux, ils regardaient occasionnellement par-dessus le bord dans l'abîme. Miraculeusement, en bas, ils virent une seule lampe frontale en train de monter lentement le puits. Quand il fut enfin assez proche, ils réalisèrent que c'était André. Après qu'il ait grimpé dans le camp, ils lui demandèrent s'il avait vu les autres et il secoua simplement la tête en silence. Ils restèrent tous assis là, en pensant au scénario catastrophe. En bas, quand Pavel revint du siphon, le pont sur lequel Robbie et Jeff avaient marché était complètement submergé. Les autres membres de l'équipe devaient littéralement nager pour atteindre les cordes verticales. Le dernier à sortir de l'eau était Pavel. Alors qu'il avançait, la chambre s'était transformée en un puissant tourbillon. L'eau aspirée dans les profondeurs de la grotte formait ce vortex géant. En le traversant, Pavel fut emporté et dut lutter pour atteindre la corde. Lorsqu'ils commencèrent à remonter, tous les passages en profondeur étaient déjà inondés. 15 minutes après la sortie d'André, 5 autres lumières apparurent, signalant l'ascension des membres restants de l'équipe Perovo jusqu'au camp 5. Robbie, les observant sortir du passage submergé, était abasourdi. L'un d'eux portait même un réchaud et 4 sacs de couchage attachés à son harnais. Robbie se dit combien il était soulagé que lui et Jeff soient sortis en premier. S'ils avaient été les derniers, ils auraient peut-être perdu la vie. Une fois au camp, ils se sont rapidement réfugiés sous la tente, buvant du café et riant de leur mésaventure. Cependant, Robbie restait profondément troublé. Il garda son équipement durant des heures, fixant le gouffre, craignant que le niveau de l'eau monte encore. 61 mètres plus haut, un passage horizontal qu'il devait franchir pour progresser, était déjà en temps normal à moitié inondé, nécessitant de ramper à l'intérieur.
Avec cette inondation, il était totalement submergé. Ils étaient coincés tant que l'eau continuait de monter, espérant qu'elle ne s'élève pas davantage. Pavel tenta de rassurer Robbie en disant qu'ils attendraient le matin pour que l'eau se dissipe. Ensuite, pendant les 16 heures suivantes au camp, le bruit de l'eau diminua progressivement. L'inondation, qui dura 20 heures, était due à une semaine de pluie suivie d'un violent orage. Le sol, déjà saturé par la semaine de pluie, ne pouvait plus absorber l'eau de l'orage, qui s'est alors déversée dans la grotte de Veriovkina. Ils apprirent sur le chemin du retour que les gouttes de cet orage avaient la taille de pièces d'1 euro. Cette mésaventure fut en réalité une leçon pour l'équipe. Avant cela, ils pensaient que la grotte ne s'inondait qu'en hiver. Après cette expédition, des mesures furent prises pour renforcer la surveillance météorologique. Un camp supplémentaire fut établi dans les parties basses de la grotte, offrant une sortie alternative en cas d'inondation. Et malgré l'arrêt prématuré de cette expédition, l'équipe avait réalisé 16 objectifs. Exploration de nouveaux passages, cartographie, échantillonnage de la faune cavernicole, et même si leur matériel photo avait été endommagé, toutes les photos étaient sauvegardées. Cependant, ce ne serait pas le dernier incident à se produire dans la grotte Veriovkina. 2 ans après, en novembre 2020, des individus explorant la région ont découvert une corde fixée à l'entrée de la grotte. Dans le monde de la spéléologie, laisser une corde fixe est généralement prohibé. Cela permet à n'importe qui d'accéder à la grotte, risquant de se blesser ou de se perdre sans préparation adéquate. 8 mois après, le 4 août 2021, la même équipe Perovo est retournée explorer la grotte Veriovkina. Ils ont progressé dans la grotte comme ils l'avaient fait 3 ans auparavant. Cependant, à 396 mètres de profondeur, ils ont découvert une paire de crampons et un piolet. Cette découverte était inexplicable. Cet équipement ne pouvait pas avoir chuté depuis l'entrée. Il n'y avait pas de chute verticale menant à l'endroit où l'équipement a été repéré. Cela indiquait que quelqu'un s'était aventuré profondément dans la grotte. Leur progression les a menés au camp établi à 610 mètres de profondeur, puis à un second camp à 975 mètres, et enfin à 1097 mètres. En plein cœur de la grotte la plus profonde de la Terre, ils ont trouvé le corps en état de décomposition avancée d'un homme. Il portait une salopette de camouflage, des bottes, un casque, possédait 2 téléphones portables et était toujours attaché à la corde qu'il avait utilisée pour sa descente. Au vu de l'état du corps, il était évident qu'il se trouvait là depuis plusieurs mois. Bien qu'il n'ait pas eu de pièce d'identité, les autorités ont réussi à identifier l'individu comme étant Sergueï Kozev, 37 ans, grâce à une base de données sur les personnes disparues. Les informations récupérées de ces téléphones portables ont permis de retracer les événements ayant mené à son tragique destin. Sergueï vivait à Sotchi, en Russie, à l'est de la frontière avec la Géorgie, à environ 2 heures de la grotte Veriovkina. Grand amateur de plein air, il partait régulièrement seul en expédition pour s'imprégner de la beauté sauvage. Le 1er novembre 2020, il a quitté sa famille comme il avait l'habitude de le faire avant ses aventures solitaires, se dirigeant vers les montagnes de Gagra. Il n'avait pas précisé sa destination, un lieu si reculé que moins de personnes y avaient accédé que celles ayant visité la Station spatiale internationale. Selon les documents et les captures d'écran présents sur son téléphone, il semble que Sergueï ait consacré près d'1 année à préparer cette expédition. Il avait imprimé des cartes et des informations des précédentes expéditions réalisées par l'équipe Perovo, spécifiquement pour s'orienter dans la grotte. D'abord, il s'est hissé jusqu'à l'entrée de la grotte à l'aide de ses crampons et de son piolet. Puis, il a fixé une corde à l'ouverture et s'est enfoncé dans les ténèbres de la grotte Veriovkina. S'appuyant sur les données collectées auprès de l'équipe Perovo, il a transporté tout son matériel dans 3 sacs, tout en naviguant à travers les tunnels et les passages étroits. Par la suite, muni d'un descendeur en treillis, il s'est engagé seul dans les vastes puits verticaux. Il a réussi à rejoindre le premier camp, laissant derrière lui certains équipements qui furent plus tard retrouvés par l'équipe Perovo, avant de continuer presque immédiatement en direction du second camp. D'après les traces retrouvées sur les lieux, il semble qu'il ait séjourné au 2e camp environ 1 semaine avant de s'aventurer encore plus profondément. Depuis ce second camp, les défis se sont multipliés. Passé ce point, la grotte abrite des puits verticaux plus larges et nécessitant davantage de technique. De plus, l'humidité dans la grotte augmente considérablement. Comme tout spéléologue le sait, disposer de l'équipement approprié est primordial. Les détails des derniers moments de Sergueï demeurent flous.
Mais il semble qu'il ait compris que l'équipement dont il disposait ne lui permettrait pas de progresser davantage. Il a probablement tenté de refaire le chemin en sens inverse, mais s'étant déjà avancé dans une section délicate, il ne put remonter. Sergueï avait emporté des bloqueurs pour ses mains, mais sans pédale pour ses pieds. Il lui manquait l'appui nécessaire pour gravir les longs puits verticaux. Épuisé et transi de froid, il semble qu'il ait fini par s'allonger, s'endormir et ne jamais se réveiller. Après avoir découvert son corps, l'équipe Perovo est revenue à la surface pour informer les autorités. Vu la complexité de la grotte et la profondeur à laquelle Sergueï avait été retrouvé, plus d'une centaine de personnes furent nécessaires pour son extraction. La présence d'un corps en décomposition dans un espace confiné comme une grotte est particulièrement dangereuse, car les gaz dégagés peuvent s'accumuler et atteindre des concentrations toxiques. Malgré le grand nombre de sauveteurs, la complexité de l'opération les a contraints à découper Sergueï pour faciliter son évacuation. Après cette douloureuse opération, son corps a été restitué à sa famille à Sotchi. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. Si ce récit vous a fasciné, ne manquez pas la moindre aventure en vous abonnant.